Bonjour Arcadie, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Trek in Storia. C'est, tu vas bien? Mais très très bien, et je ne sature pas aujourd'hui. Incroyable. C'est un miracle. Ça c'est de la belle, ça c'est de la qualité. On s'améliore de jour en jour. Moi je suis éclairé, donc je suis plus en contre-jour sa mère où on voit plus rien. Nous nous améliorerons d'épisode en épisode. Suivez notre progression technique. Et surtout notre progression de thèmes, de sujets, parce que là on va s'enfoncer dans les abysses. Oh. Oui. Oh là là, oh, incroyable. Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est du professionnalisme? Non. Le doute restera toujours. Mais ouais, on continue sur notre trajet des premiers contacts qui avait commencé avec Arrival. Et on est sur Sphère de Barry Levinson. Barry Levinson qui a réalisé. Vous dites qu'il y a un fuselage d'engin spatial de plus de 800 mètres de long qui a sombré dans l'océan il y a plus de 300 ans et qu'il est absolument intact? Vous voulez m'accompagner? À des centaines de mètres de la surface, là où rien ne peut vivre, quelque chose vit. C'est le cœur des ténèbres. On y va. Cette chose est vivante. Nous sommes à 300 mètres de profondeur. C'est un endroit propice à toutes les psychoses et à toutes les paranoïas possibles. Cette chose dégage de la chaleur ou c'est parce qu'elle est contente de me voir? Mais les gars, j'ai un signal sur le sonar. Vous n'êtes pas tout seul là-bas. Quelqu'un d'autre se demande qui a bien pu ouvrir cette porte. C'est à 80 mètres et ça se rapproche. Tirez-vous! 60 mètres. À quelle distance êtes-vous? 40 mètres. Dépêchez-vous. Vite, vite, vite! 20 mètres. Plus vite! Vas-y, je te laisse présenter le film. Eh ben, pour faire un résumé rapide et sans spoiler, même si on va spoiler, c'est un groupe d'experts qui est envoyé explorer une mystérieuse épave dans l'océan Pacifique, à 300 mètres de profondeur. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement, une sphère d'origine inconnue aux propriétés étranges. Tout à fait. Donc voilà, c'est un film qui sort 10 ans après Abyss, de James Cameron. Mm-hmm. Donc qui se veut qui a pas fait une grosse réussite à sa sortie, malgré un casting assez impressionnant avec Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Queen Latifah. Queen Latifah, ouais. Ça n'a pas réussi à réunir les foules dans les salles. Je crois même que c'était le retour de Sharon Stone, ce film-là. Ouais. Et Barry Levinson, pardon, qui est un réalisateur connu pour Les Hommes d'honneur, un film oscarisé. Donc il y avait tout pour bien faire, avec une adaptation du roman de Michael Crichton qui avait cartonné avec Jurassic Park. Tout pour bien faire, et le film n'a pas rencontré de succès à l'époque. Moi je me rappelle l'avoir vu en cassette quand c'est sorti. Moi je l'ai vu à la télé. Ah, et je me rappelle d'avoir focus sur la sphère, et c'était mes souvenirs, c'était que c'était un film qui parlait d'une sphère, quoi. Et quand je l'ai revu avant-hier, j'avais carrément oublié le chapitrage, le fait qu'il y a vraiment deux parties dans ce film, et ce côté à la fois haletant dans la première partie et ce côté huis clos dans la seconde. Ouais. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et toi, tu l'as découvert à la télé, tu me disais? Alors, oui. Alors pour être plus précis, c'est mon cousin qui m'en a parlé, François. Donc j'avais un cousin avec qui on parlait de cinéma tout le temps, et lui il avait beaucoup plus de cassettes vidéo que moi, donc il me parlait de ses films, il racontait les films très très bien, et il m'a parlé de ce film, et ça m'avait complètement subjugué. Et puis j'imagine qu'il a dû me prêter la cassette, je sais pas comment, mais me suis retrouvé devant ce film, j'ai fait ah ok, c'est de ce film-là qu'il parle, et c'était la claque pour moi. Il faut savoir que j'étais assez jeune quand je l'ai vu passer. Il est sorti en quelle année? 98. 98, moi j'ai 8 ans en ce moment-là. Ouais. Donc, quand il sort à la télé, je dois avoir peut-être 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, quand je le vois. Et c'est la première fois que je voyais un film comme ça. Et j'ai adoré. Donc en plus, ça faisait un petit peu peur. À l'époque, j'étais une vraie chochotte. J'avais peur de l'évocation des films d'horreur. Chose que j'ai rattrapée quand j'ai eu 18 ans. Et du coup, c'était un film qui m'avait un peu pris, et surtout
qui m'avait captivé par sa réflexion, par toute la première partie en fait, toute la réflexion des personnages, parce que la spécificité de ce film, c'est qu'on est en présence de personnes extrêmement instruites. Et d'ailleurs, ça me permettra de faire un parallèle plus tard, dont je me suis rendu compte aujourd'hui. Au point que j'ai acheté le bouquin à l'époque. J'avais même mis mon nom à l'époque dedans pour qu'à l'époque on mettait les noms dans les choses pour être sûr qu'on nous le ramène. et j'ai dévoré ce bouquin. Puis après j'ai lu de Michael Crichton. Après j'ai lu Jurassic Park, Le Monde Perdu. Voilà. Et c'est un film qui est que moi j'ai adoré en fait à l'époque. Et même encore maintenant, je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Il est très efficace et il est fascinant quoi. Dans le sens, on ne rigole pas. Voilà, il suscite la fascination. On ne rigole pas avec le fait de mettre son nom sur ses affaires. À l'époque, c'était vraiment... Les étiquettes dans le slip. Exactement. Ouais. Mon père avait fait imprimer des étiquettes avec son nom et avec son numéro de téléphone. Et il les avait mis sur tous les films et livres qu'on avait à la maison. Voilà. Moi, ma mère, je me retrouvais du coup avec des fringues avec des étiquettes de personnes que je connaissais pas. Parce qu'on récupérait les fringues des autres. Mais ouais, il y avait ça. Et ouais, moi, ça a été une vraie claque. Et ce que j'adorais, c'était surtout la première partie, qui est l'exploration. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas Trek Historia, on parle de science-fiction et de tout un tas de trucs. Nous ne sommes pas des critiques ciné. Nous sommes juste des fans de science-fiction et de plein d'autres genres en général. On ne parle pas on parle en tant que fan, donc on ne se prive pas pour spoiler le film. Moi, je vous invite à aller le voir, mais donc ne vous attendez pas à une critique pertinente du cinéma et tout ça. Il y a d'autres gars dont c'est le boulot qui font ça très très bien. Nous, c'est juste une conversation de fans, et c'est pourquoi on parle à des auditeurs en partant du principe que vous avez vu le film, ou vous vous en foutez d'être spoilé, mais même sans forcément développer des propos. Si vous avez vu le film, ça vous paraîtra cohérent. Si vous l'avez pas vu, peut-être que ça vous paraîtra un peu nébuleux, parce qu'on ne s'embarrasse pas de contextualisation. Je trouve que c'est important de le signaler. Oui. Voilà. Et puis ça vous donnera envie de le voir. Il est sorti en 98, il serait temps. Oui, c'est ça quoi. Et donc déjà de base, t'en as pensé quoi du film ? Je l'ai trouvé la première partie très intéressante sur le côté premier contact, et la deuxième partie, je l'ai trouvé assez bâclée. Exactement. Assez bâclée et assez ennuyante. Mais je pense que j'ai un trope du mec qui a vu beaucoup de films de ce genre-là. Ok. C'est-à-dire que j'ai vu, je me rappelais plus du tout du film. Quand j'ai vu 20 milieux sous les mers, j'ai vu arriver le twist du livre tout de suite. C'était gros comme un camion, quoi. Et je me dis peut-être que dans le roman, c'est amené peut-être plus finement que dans le film. Alors, le roman, moi, ça fait genre peut-être 15 ans que je l'ai plus lu. Mais j'avoue que ça me donne envie de le relire, d'avoir revu le film. Je suis d'accord avec toi. La première partie est de loin la plus intéressante, parce que c'est celle qui me captivait le plus, parce que chaque phrase est une punchline. Et c'est ce que j'adorais. C'est-à-dire, chaque phrase, comme nous suivons des scientifiques, des personnes érudites et très intelligentes, chaque remarque qu'ils vont faire sont des remarques extrêmement pertinentes, qui vont mettre en perspective ce à quoi on a affaire. Je donne un exemple. La question, quand ils veulent ouvrir la porte du vaisseau et que ils donnent 2-3 coups de burin et ça entame le métal. Et qu'en une fois, ça révèle des questions en disant c'est quand même bizarre que ce truc s'est écrasé et qu'il était tellement incroyable que la structure était tellement dense que ça n'a pas attaqué le métal. Comment ça se fait que 3 coups de burin, ça a pu attaquer? Et en fait, ça veut dire que c'est un vaisseau, ils comprennent que c'est un vaisseau humain. En fait, c'est encore mieux. Il y a une énorme sphère. En fait, c'est encore mieux. Etc. Et en fait, à chaque fois, nous allons tous mourir ici. Cette phrase-là, avec la déduction logique, elle m'avait fumé à l'époque. Et puis après, t'as la rencontre avec Jerry. Et c'est à chaque fois, tu sais pas où tu vas, et c'est juste par la réflexion, et c'est de plus en plus terrifiant et haletant, de parce que ça met en perspective, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. Par contre, la deuxième partie, c'est bâclé, mais je me demande si c'est pas le problème de la caméra, c'est-à-dire de l'œil de... comment il s'appelle le réal ? Levinson. De l'œil de Levinson, qui rend l'histoire un peu molle. Oui. Parce que tu vois qu'il est très focus sur les yeux, il prend beaucoup de soin à montrer les réactions de chacun, avec des cadrages très proches sur les yeux, et en même temps,
Du coup, je me demande s'il est juste pas un peu mauvais pour filmer une action tendue comme elle devrait être à ce moment-là. Et je pense aussi que le film, tu vois, tout le long du film, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec Event Horizon. Ok. En me disant, le film Event Horizon était sorti 1 an avant, je l'avais vu et il m'avait plus marqué à l'époque que Sphere, parce que le sujet Sphere est en fait très vite éclipsé. On voit la sphère 2 fois. Et après, on n'en parle plus, quoi. Enfin, on parle de qui est rentré dans la sphère, on parle plus de qu'est-ce que la sphère, pourquoi la sphère, elle agit sur le psychisme ambiant. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je me disais, Event Horizon a fait mieux avec le même sujet. Tout dépend de ce que tu demandes. Parce qu'en fait, Event Horizon, d'ailleurs, c'est là que je m'en suis rendu compte de ça hier en le regardant. Event Horizon, c'est un film de maison hantée dans l'espace, avec une petite couche de Hellraiser. Et donc, suivant ce postulat, ça va générer tout un tas de mécaniques de cinéma beaucoup plus tendues, avec les tensions, avec les hallucinations, le sang et tout ça. Et donc, ça donne une forme d'efficacité. Sphere, à mes yeux, s'inscrit dans la lignée d'Alien. C'est-à-dire, c'est un mélange entre Alien et un épisode de Star Trek TOS, je trouve. Ouais. Avec le twist de fin, c'est vraiment du TOS, quoi. Pourquoi je dis Alien? Parce que on découvre une structure, on va aller visiter. Dans le vaisseau, il y a quelque chose qui n'a rien à foutre là. Donc en fait, tu vois, t'as le vaisseau des Space Jockey, et dans les vaisseaux des Space Jockey, il y a donc dans cette étrangeté, il y a les œufs qui sont une étrangeté dans l'étrangeté. Hein, c'est un peu une matrioshka d'étrangeté. Ouais. Sphere est construit de la même manière. Et en plus, il y a cette question de tiens, on va réfléchir, on est face à quelque chose on ne sait pas comment il fonctionne, mais c'est extrêmement dangereux. L'alien dans un cas. Et la sphère, donc Jerry dans l'autre cas, Jerry n'a pas l'alien est physique et donc peut être localisé. C'est un autre alien en fait. L'alien est physique et peut être localisé. Jerry est intangible mais est partout. Pour toi, Jerry c'est la sphère. Non. C'est Jerry, c'est ce qu'il y avait dans la sphère. Donc l'entité alien à laquelle ils sont confrontés, ce qui est sorti de l'œuf qu'est la sphère, on va dire ça comme ça. Est l'opposé de l'alien, il est tangible et localisé, la sphère est intangible et partout. L'autre chose aussi, c'est que on a une opposition avec le crew. Là, on a des camionneurs de l'espace complètement dépassés par ce qui leur arrive. Sphère, c'est, comme je le dis depuis le début, des érudits, des personnes les plus intelligentes que tu puisses avoir de la société américaine qu'il dépeint, excepté malheureusement le personnage de Sharon Stone qui est pour le coup très mal écrit. Oui. De manière, ouais, pour moi, je trouve que c'est une vraie écriture. On peut la qualifier de misogyne, quoi. Ouais. C'est la gonzesse. Genre quand elle te sort le petit patch sur je sais ce que les maîtres zen diraient. Pour moi, c'est vraiment c'est une meuf forcément. Elle est accrochée avec ces trucs de zen et elle agit comme des trucs un peu new age et elle agit comme une gamine. Ce que j'ai pas souvenir qu'elle était comme ça dans le bouquin. Donc je crois que c'est la réduction de son personnage à l'état de film qu'il a essentialisé à un personnage assez lourdingue en fait, malheureusement. Névrotique, psychotique et on en passe quoi. Qui est juste un levier de stress parmi l'équipage comme l'est le chef de la NASA. Oui. Mais donc du coup, on a des personnes extrêmement instruites face à des camionneurs de l'espace qui de toute façon vont se faire dépasser par l'entité qu'est Jerry, par la rencontre avec cette altérité que représente l'alien et que représente Jerry, malgré le petit twist très tossien à la fin. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu ne peux plus attendre la même chose. Tu peux pas, par exemple, on m'a parlé pareil de Event Horizon. C'est marrant, j'en parlais, on me dit, il y avait Event Horizon. Et pour moi, c'est pas la même chose. Parce que, il fonctionne pas sur les mêmes leviers. Et pour terminer ma comparaison avec Alien, je vais vous le prouver là maintenant, la scène du réveil de Harry. Plusieurs choses. Je vais juste vous expliquer comme ça aux spectateurs qui n'ont pas vu le film mais qui ont vu Alien. Donc on a des gars qui arrivent, à un moment donné, il y a Harry qui est le seul qui s'est approché trop près de la sphère, trop près de l'entité extraterrestre. On ne sait pas pourquoi il est dans les pommes. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il est endormi pendant plusieurs heures. Et à un moment donné, il se réveille et il est en pleine forme. Il est très joyeux et ils se retrouvent tous dans la cantina.
et ils mangent tous super contents et tout, jusqu'au moment où même t'as Harry qui, croyant manger un onion ring, est en train de s'étouffer et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est exactement la même scène que dans Alien, avec le début du facehugger. C'est exactement la même chose. Ouais. Et ma preuve supplémentaire, c'est que la manière dont le décor a été pensé dans la cantina, c'est avec ces petits boudins blancs là sur les murs. Si tu regardes, c'est la même chose que dans le vaisseau d'Alien. Pour moi, c'est clairement une réminiscence à la salle des sarcophages. Ouais, des sarcophages cryogéniques. Ouais. C'est clairement ça. Et donc pour moi, c'est un hommage. C'est le Alien de Michael Crichton, qui malheureusement souffre, comme tu dis, de cette deuxième partie, bâclée, je dirais pas, peut-être pas assez maîtrisée de la part du réalisateur, et peut-être un peu trop expéditive de la part du scénariste. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Mais je pense qu'elle est totalement fiable. Effectivement, mise en parallèle les deux films, t'as raison, il y a une grosse influence Alien, à la différence près qu'après, il n'y a pas de monstre qui sort de la bouche d'Harry. Il y a toute une pensée psychique. En fait, ce qui se passe, pour expliquer aux auditeurs, c'est que tout ce que Harry pense arrive à l'extérieur du vaisseau. Et notamment, il est fan de 20 milieux sous les mers qu'il a jamais fini parce qu'il a trop peur de la scène de la page 87 où il y a l'octopode géant. 97, où il a peur de la méduse géante qui arrive. Méduse géante qui pond des œufs pendant que les autres essayent de survivre en bas, quoi. Et lui, il dort encore, quoi. Et tout ça, c'est mal amené, quoi. On comprend tout de suite qu'il a un rapport avec ce qui se passe. Et du coup, ça nous sort un peu du film. Et dernière chose aussi, tu parlais du rôle de Sharon Stone. J'ai trouvé qu'il y avait un acharnement sur elle, de parce qu'elle est dépressif. Il y a un acharnement. Je ne comprends pas pourquoi le docteur, le psychologue s'acharne sur elle. Il devrait être enclin à être plutôt condescendant, à la limite, plutôt réconfortant, au lieu de s'acharner sur elle en lui disant tu m'as laissé mourir, quoi. Ouais. Alors le problème du personnage de Sharon Stone, comme je dis, elle est malheureusement victime d'une écriture que moi je qualifie de misogyne, dans le sens où tous les personnages sont identifiés comme par leur métier, psychologue, mathématicien, astrophysicien, et elle est biologiste, expert en biologie, et ce sont des summums, des sommités dans leur domaine, et ils sont présentés comme ça. Par contre, sa seule utilisation dans le film, c'est d'être un levier de tension. Levier de tension qui est aussi ridicule, comme je le dis, que le chef de la NASA, qui est juste insupportable, quoi. À ce niveau-là, faut vraiment être un con, quoi. C'est un trou de balle quand le mec il s'énerve. Ouais, vous me l'avez pas dit qu'il voulait aller dans la sphère. Le mec il dit mais attends, tu vois, le mec il s'énerve, il dit mais ça va. Enfin, je peux pas savoir que le gars il a prévu de mettre sa combi, de sortir, d'aller voir la sphère et machin. Quand il me dit j'aimerais bien rentrer dans la sphère. Donc pour moi c'est un problème d'écriture généralisée, mais ça se concentre énormément. Ça se voit beaucoup plus sur le personnage de Sharon Stone, déjà probablement parce que c'est la seule femme du film, à part comment elle s'appelle, Queen Latifah. Queen motherfucking Latifah, de la grande génération des rappeurs dans les films avec LL Cool James dans Peur Bleue. Donc, je crois qu'il y a ça. Elle est écrite comme une adolescente, tu sais. À balancer des fions aux gars en permanence. Ah, tu connais hein, la pression qui fait craquer les gens. Puis à la fin, elle fait un move de débile où elle dit, elle fait croire elle est rentrée dans la sphère, et tu te dis mais ça, c'est un personnage intelligent. Enfin, voilà, même si c'est plus ou moins ce move-là, il est plus ou moins légitime. Avec l'explication finale dont on parlera après, le twist final dont on parlera après. Et c'est vrai que c'est triste à voir, quoi. C'est triste parce qu'elle n'a, à part au début où elle dit je suis biologiste et quand je dis que ça fonctionne pas, ça c'est pas censé fonctionner, elle sert pas à grand chose dans les réflexions. Un truc spécifique par contre au bouquin, mais je pense que, pour terminer avec ça, je pense qu'en fait le problème vient du fait que le film, outre, on peut dire la misogynie fondamentale, des scénaristes et du système hollywoodien de l'époque, hein, on est en 98, faut pas l'oublier non plus. C'était il y a 27 ans. Non, si, 27 ans. Oui. C'était il y a quand même 27 ans. Hein.
Donc, c'est aussi un film, il fait quoi? Même pas 1h30, peut-être 2 heures grand max. C'est un film qui est pensé de manière extrêmement efficace. Et donc, son écriture est efficace. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va tous les raccourcis et je pense que c'est le problème aussi de la fin, de la deuxième partie du film, c'est que c'est trop efficace au point que t'as cette impression de bâcler. Tu vois? Je me pose la question. Bah, par rapport à toute la claustrophobie, la tension qu'on nous installe tout au long du film, la résolution du twist final est quand même expédiée de façon en moins de 5 minutes, quoi. Et on n'en voit pas les conséquences, quoi. Attends, parce qu'il y a deux... Il y a deux twists. Il y a deux fins. Il y a la fin, on essaie de se barrer. Et il y a la fin, on fait quoi après? On parle de quelle fin, là? On fait quoi après? Du coup, je propose qu'on parle d'abord du twist de la sphère. Ouais. Le twist de la sphère fait que ce n'est pas un premier contact. La sphère est un miroir. D'ailleurs, j'adore. Hein, c'est un miroir qui reflète tout sauf les gens qui se regardent dedans. Merveilleux. Ça, c'était aussi une phrase. J'ai une question. Cette sphère reflète tout sauf nous. Ça ressemble aux actes d'un être conscient. Ça, à nouveau, quand je suis gamin, moi, je vois ça, je craque mon slip, quoi. Et en fait, la sphère offre le pouvoir de matérialiser ses pensées et ses désirs. Et le problème, c'est que notre société nous a facilement, et c'est pour ça qu'on nous a aidé. La sphère nous donne le pouvoir de matérialiser nos désirs, et dans notre société où nous avons appris à canaliser nos désirs, à pouvoir les tempérer, ou simplement apprendre à y renoncer, la seule chose que nous n'avons jamais véritablement appris à contrôler, ce sont nos peurs. Et comme on ne sait pas les contrôler, c'est la seule chose pour laquelle la sphère peut matérialiser les choses. Dans le cadre de Harry le calamar géant, mais aussi les serpents, la valve, l'impression qu'il perd de l'air. Est-ce que c'est lui qui a pété les plombs, ou est-ce que il y a un vrai problème, ou est-ce que c'est la sphère qui lui donne le pouvoir qu'en fait il est vraiment en train de paniquer, donc il perd de l'air, etc., etc. Et parce qu'il ne, alors, et ça nous dit quoi? Ça dit que même si au final on a beau être le plus instruit possible, le meilleur intellectuel, ce qui se fait de mieux de l'humanité, confronté à nos peurs, on redevient mesquin, on redevient bête et méchant. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire de la petite crotte de nez que Sharon Stone envoie en faisant croire qu'elle est rentrée dans la sphère juste pour faire chier le gars, pour lui foutre les moules, c'est légitime et c'est justifié. Le problème, c'est qu'elle agit déjà comme une gamine avant, et donc tu sais pas si c'est parce qu'elle pète les plombs, elle aussi, comme tout le monde, et qui deviennent de plus en plus irrationnels, parce que c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on dit avec le vaisseau. C'est le vaisseau, les mecs ont fini par se buter l'un dans l'autre, les uns les autres, parce qu'ils ont ils ont commencé à avoir peur des uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, donc tu le dis, c'est vrai qu'on n'a pas les peurs de la meuf. À un moment donné, si elle, en fait, il y a un truc dans le bouquin, et je pense que c'est pas assez bien exprimé. Il y a un truc dans le bouquin, c'est que déjà t'es tout le temps dans la tête du psy. C'est pour ça qu'il est au centre du récit. Et ce qui est intéressant, c'est que étant dans la tête du psy, il analyse tout ce qui se passe à travers son regard de psy. Comme il le fait dans le submarine quand il descend, il dit Harry réagit au stress à sa manière, vous réagissez à sa manière de réagir au stress, à votre manière, patati. Tu vois, il y a cette lecture là. Il rationalise. Voilà, il rationalise la psyché des gens, parce que c'est le boulot du psychologue, c'est de pouvoir gérer les interactions et les problèmes de peur, en fait. C'est ce qu'il le dit au tout début. Il dit dans son espèce de dossier qu'il a bidon là qu'il a fait, il dit probablement la première rencontre avec une forme de vie inconnue serait plutôt une forme de terreur, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. Avec cette phrase géniale et fabuleuse, hein, imaginez que Jerry se mette en colère. Moi, j'adore. Et donc, techniquement, le fait quelle est la peur du personnage de Sharon Stone, si on veut vraiment donner de l'eau à moudre au film, parce que c'est pas vraiment explicite dans le bouquin, dans le truc, faut un peu le chercher. Dans le film, faudra un peu le chercher. C'est que on la croit pas parce qu'on la considère comme une folle. Et en fait, petit à petit, tout le monde la considère comme une folle. Et elle n'est plus fiable. Et en fait, et donc du coup, c'est d'être rejeté à nouveau. Sauf que ça, quand on te dit que le pouvoir de Jerry, c'est de faire popper un calamar géant, tu considères des choses de manière complètement, de manière concrète. Alors que dans le bouquin, ça je me rappelle,
il y a un moment où il y a le psy qui se réveille, qui se regarde dans la glace, et c'est un jour où il s'aime pas. On a tous ça, ça nous arrive un jour où on s'aime bien, et donc on est plutôt bien dans le visage, dans la glace. Et puis un jour où on s'aime pas, on est le même gars, mais on est la pire des flaques. Eh ben, la sphère amplifie cet effet. D'accord. Et donc la sphère, en fait, le rend encore plus laid parce qu'il se sent laid. Et un jour où il se sent beau, il est un peu plus beau, tu vois. Okay. Et donc, à mon avis, le personnage de Sharon Stone, c'est ça, c'est plutôt écrit comme ça, sauf que la mise en scène et l'écriture ne permettent pas de se rendre compte de tout ça. Parce qu'on a trop mis le focus sur les implications physiques et spectaculaires que la sphère pouvait faire. À savoir, le calamar géant, les méduses, les serpents, le vaisseau. Mais il y a un moment, elle dit, elle est tellement dépressive qu'elle a allumé, sans le vouloir, les explosifs. Les explosifs, tu vois. Donc ce serait plutôt ça. Voilà, ça serait plutôt son pouvoir. Et donc maintenant on a la question, ça c'est le pouvoir de la sphère. Qu'est-ce qu'on a à la fin? C'est le fameux twist que moi j'adore, qui permet une des rares histoires temporelles bien maîtrisées. Faudra quand même l'accorder. Oui. C'est ils ont le pouvoir d'oublier. C'est génial. Ce qui explique pourquoi personne ne se souvient de ce vaisseau écrasé à 300 mètres. Voilà. Donc là je vais recontextualiser pour ceux qui ont vu le film, mais ça fait trop longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils ont vu la sphère, ils ont fait un premier rapport et l'ont envoyé à la surface. Et donc, le monde, les États-Unis, est au courant que dans le vaisseau au fond de l'océan, il y a une sphère magique, une grosse sphère, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se passe après, parce que les protagonistes, comme ils ont le pouvoir de tout faire, ils ont le pouvoir d'oublier. Et ayant le pouvoir d'oublier, ils oublient qu'ils ont le pouvoir. Et donc la sphère disparaît, retourne dans l'espace parce que, je sais même pas comment finir cette phrase. Elle retourne dans l'espace, rencontrer le vaisseau. Voilà, pour se remettre à la rencontre du vaisseau. Et comme le vaisseau donc a voyagé dans le temps, mais donc comme par contre l'humanité est au courant qu'il y a une sphère, ils vont fabriquer le vaisseau qui vont leur permettre d'aller à la rencontre de la sphère, récupérer la sphère, passer par un trou noir, aller 300 ans dans le passé, se faire rencontrer 300 ans plus tard par l'humanité, et la boucle tourne à l'infini. Voilà, et moi je trouve que c'est chouette parce que c'est un twist sympathique qui revient au postulat de base. C'est-à-dire ce sont des personnes érudites, ce sont des personnes instruites qui vont réfléchir avant tout et qui du coup vont à la Star Trek, c'est pour ça que je dis c'est du TOS. Hein. Nous avons le pouvoir d'oublier, nous n'avons pas le pouvoir de faire tout péter. Qu'est-ce que l'on fait si j'ai pas envie de me réveiller après un cauchemar avec mon appart qui subit les conséquences matérielles de mon cauchemar? Donc moi j'aime bien en fait. C'est juste que t'as cette espèce de moment de tension et cette résolution de quand il doit partir dans le mini-sub et tout, qui est pas bien géré, donc c'est un peu le ventre mou alors que c'est le moment de l'action, mais cette finalité qui te permet de repenser l'histoire et tout, je trouve ça vachement sympa. Je vois pas ce qui te chagrine dedans. Non, c'est le côté un peu pouvoir de l'amitié. Tu sais, ce pouvoir, c'est un peu ta gueule, c'est magique, quoi. Bah, le ta gueule, c'est magique, il est là depuis le début. Hein, oui, tu me diras. Mec, t'as un pouvoir, je pense à un calamar géant qui m'attaque, et bah t'as un calamar géant qui m'attaque. Je désirerais que les bouquins de sphère, les bouquins de 20 milieux sous les mers n'apparaissent pas, ne dépassent pas la page 97, donc 97. Et tous les bouts, tu trouveras que des bouquins écrits en blanc après. Je pense qu'il n'y a pas à bouffer, il n'y a plus rien à bouffer. Ça, c'est le truc de Sharon Stone. Ouais. En fait, s'il y a à manger, en fait, c'est une véritable corne d'abondance. Et donc, en fait, chacun est confronté à ses propres perceptions. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans l'histoire. Et donc, à la fin, le fait de simplement dire, on va décider d'oublier, donc on ne peut donner aucune information. Donc, on décide d'effacer tout ce qui s'est passé. La sphère repart dans le cosmos et tu perds cette capacité à utiliser ton pouvoir. Je trouve ça pas mal et puis ça reboucle. Donc voilà. Et puis le pouvoir de symbole d'échec un peu. Ouais. Symbole d'échec. Pourquoi? Parce que du coup l'humanité est pas transcendée, quoi. Ouais. L'humanité a pas été capable de se dépasser et d'offrir quelque chose de meilleur pour la sphère, quoi. Ce qui pour moi continue la connexion avec Alien. Hein. Ouais. Oui, tu me diras, oui. Si tu considères la logique que c'est un espèce de décalque hommage d'Alien,
des structures d'aliens, c'est un peu l'humanité pas capable de se transcender, on est toujours coincé dans la même merde avec aliens. Hein, on parlera d'Abyss dans le prochain épisode, mais est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a un hommage à Abyss? Alors peut-être, mais j'ai plus Abyss assez en tête pour en parler. Je sais que ça se passe sous l'eau, Ouais. mais j'ai plus assez Abyss en tête pour en parler. Mais je me demande, je sais pas, je verrai. Je t'avoue Ok. que je verrai. Mais pourquoi déjà vas-y, parle-en. Bah Abyss, ça se passe sous l'eau, comme. Ah, merde alors. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que sur la réalisation du huis clos, parce que ils sont enfermés dans des structures qui sont pas dédiées à la vie, donc Ouais. ils doivent déjà lutter contre l'environnement, Mhm. comme dans The Abyss. Les sorties extravéhiculaires sont dangereuses à l'extérieur, quoi. Ouais. Il y a tout ce côté claustrophobique qui met en tension les personnages, comme dans The Abyss. Et j'ai trouvé que ça se rattachait pas mal à ce qu'avait pu faire Abyss. C'est-à-dire, dans Abyss, les gens avaient peur d'être sous l'eau. On va reprendre ce thème-là et on va vite l'expédier parce que Abyss l'a déjà fait, quoi. Ça me surprendrait pas hein, quand tu vois, c'est quand même un mash-up de structure. Quand je dis est-ce que c'est un hommage, je pense que c'est beaucoup à Alien, je pense que c'est beaucoup plus une repompe de la structure d'Alien, une autre lecture d'Alien, plus qu'une repompe, une autre lecture d'Alien. Pourquoi pas piocher quelques structures quelques idées dans Abyss, et en plus à la fin il termine avec une petite morale à la Star Trek, en fait notre pire ennemi est en nous, Oui. tu vois, nous ne sommes pas assez développés face à cette. Littéralement, c'est un épisode de TOS, enfin la main verte ou ou la sphère, c'est la même chose. Tu sais, oh mon Dieu, une entité extrêmement intelligente, non identifiée, incapable d'être définie, qui se présente devant l'Enterprise. Ah, tu vois, c'est Oui, littéralement ça, quoi. C'est avec le côté claustrophobique de l'Enterprise. Non, franchement, ça me surprend pas. Ça me surprendrait pas que Sphere, reprend différentes structures pour en faire quelque chose d'efficace. Et le bouquin, j'en ai un excellent souvenir. Le film, j'aime beaucoup, comme je dis, toute la première partie. Mais il est trop efficace, d'où ce sentiment un peu, je vais dire, bâclé de deuxième partie. Comme tu dis, hein, moi, il y a un moment, quand ils doivent s'échapper avec le mini-sub, je me fais un peu, genre, j'attends que ça passe, quoi. Hein. C'est le bordel. Ouais, l'idée est chouette. L'idée est chouette et la raison pour laquelle il arrive à sortir de cette illusion, c'est ça, je m'en suis rendu compte là, c'est tout le problème à mes yeux vient du fait que Harry d'entrée de jeu vient avec une conclusion logique qui est nous allons tous mourir ici. Donc pour ceux qui ont oublié, en fait, en voyant la sphère, Ted, l'astrophysicien, comprend que le vaisseau n'a pas atterri, c'est pas craché dans l'océan, mais s'est retrouvé dans l'océan parce qu'il a passé un trou noir, parce que dans le journal de bord du vaisseau, on a vu qu'il passait un trou noir, il était marqué événement inconnu. Mais il comprend en fait tout ce qui s'est passé. Et ça souligne à Harry que si on comprend tout ce qui s'est passé, pourquoi quand on arrive, on va remonter à la surface, expliquer aux militaires qu'en fait quand on traverse dans un trou noir, eh bien effectivement nous voyageons dans le temps, nous en avons la preuve matérielle au fond du Pacifique. Et comment ça se fait que plus tard, dans 45 ans, l'ordinateur de bord marquera l'événement comme étant événement inconnu? Eh bien, parce que ils ont jamais pu monter pour l'expliquer. De fait, s'ils n'ont pas pu monter pour expliquer, ça veut dire qu'ils sont tous morts ici. De fait, nous allons tous mourir ici. C'est une question de déduction logique. Et en fait, quand tu vois, Harry, il est d'entrée de jeu convaincu qu'ils vont tous crever. Et si tu considères que la sphère, à ce moment-là, matérialise toutes ses pensées, en fait, c'est son cerveau qui matérialise sa pensée, sa volonté d'avoir raison, ils vont tous crever. Et la seule chose qui va les changer, c'est à la fin, c'est les défaitistes. Il dit, il y a pas d'option. En fait, il est fataliste. Ouais. Plus que défaitiste, il est fataliste. Il dit on n'arrivera jamais à sortir. C'est juste Norman qui dit si je veux pouvoir sortir, et il donne ce désir de vouloir sortir. Nous n'allons pas mourir ici. Et là, il voit le bouton et il peut sortir.
Et donc l'histoire, le truc est vachement bien foutu, sauf que la scène, quand ça arrive, ouah, je me fais chier, quoi. Cinématographiquement parlant, je me fais pas chier. J'attends qu'elle passe. Et pour toi, le film a bien vieilli ou pas? Ouais. Parce que le début du film. Et Oui. le début du film, c'est masterclass. À nouveau, nous allons tous mourir ici. Quand ils arrivent dans l'ordinateur de bord, et puis ils font... oui, vous êtes là, tu sais, ils demandent à Dustin Hoffman, là, qui s'appelle... qui s'appelle Norman. Il fait, oui, Norman, oui, vous allez pas le croire, je crois qu'on est dans un vaisseau spatial américain. Et là, t'as le mec de la NASA qui dit juste, j'ai encore mieux. Et là, t'as la sphère. Ils sont en train de se poser des questions. Et puis t'as l'astrophysicien qui dit, oui, à mon avis, c'est une sphère parfaite. Probablement, c'est un symbole de puissance intellectuelle, technologique et intellectuelle. Et puis, ouais, mais elle reflète tout, sauf nous. Et puis, quand il discute avec Jerry, c'est génial. Moi, à ce moment-là, il était tendu, quoi. Tu sais, avec cette dernière phrase qu'il a dit, je suis heureux. Et quoi, vous voulez pas savoir ça vous voulez pas le savoir heureux? Il fait, bah, en fait, honnêtement, j'aimerais que Jerry ne ressente aucune espèce d'émotion, parce que si on réfléchit dans ce sens, on a Jerry, une entité extrêmement puissante, qui a vécu enfermée, complètement isolée pendant 300 ans, sans aucune forme de connexion, et aucun de contact social, personne avec qui développer une maturité sociale. Et alors, oui, imaginez qu'il se mette en colère. Et le mec est capable de rentrer dans tous les ordinateurs de notre bord. C'est génial, enfin, l'histoire, c'est génial. Ce truc-là, c'est génial, quoi. Ouais, c'est un film un peu mal aimé qui mériterait d'être découvert, de lui redonner une seconde chance, quoi. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Et comme Event Horizon. Oui. C'est Event Horizon, pareil. C'est un peu mal aimé. C'est un peu... à part pour ceux qui l'ont vraiment vu et qui ont aimé le délire, j'en entends pas beaucoup parler, quoi. Et il mérite d'être vu, quoi. Donc, il y a Solaris aussi, qui est souvent affilié à Sphère. Solaris... Parce que du coup, ça... C'est un vieux film, ça. C'est un vieux film russe. Russe? Ouais. Ok. Ouais, j'ai jamais vu. Et moi non plus. Mais avec George Clooney? Il y a le remake avec George Clooney, oui. Ah, il y a un remake avec George Clooney, d'accord, c'est ça. Voilà. Bon, et voilà. Je crois qu'on a fait le tour du film, là. Ouais, tout à fait. Et moi, j'invite les gens à le découvrir, j'invite les gens à lire le bouquin, parce que le bouquin, Michael Crichton, c'est un chirurgien d'Harvard. Déjà, c'est lui qui a écrit la série Urgence. C'est lui qui a écrit le livre Jurassic Park et qui a été co-scénariste. Le Monde Perdu, je vous invite à lire son bouquin, il est plus intéressant que le film de Spielberg, qui est beaucoup plus une œuvre cinématographique propre à Spielberg que ne l'était Jurassic Park à ce moment, qui colle beaucoup plus à l'histoire. Et en fait, du coup, il a une rigueur scientifique dans son écriture qui apporte un supplément de réflexion extrêmement intéressant. D'autant plus que dans le Sphère, on suit des gens extrêmement intelligents, donc le supplément scientifique de détails, quand il explique toute la théorie de la relativité, quand il explique qu'il y a tout un passage qui va vraiment décrire, tu sais, quand ils traduisent le message en message binaire, le message de Jerry en message binaire, pour pouvoir le transposer sur un clavier. Dans le film, c'est 2 phrases. Dans le bouquin, t'as toute l'explication avec les schémas. D'accord. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce petit film, ce petit... c'est pas une pépite, hein, mais c'est ce petit plaisir, quoi, du soir. Ce petit trailer de science-fiction psychologique Exactement. Oublié, qui est passé à travers... En 98, il y a Dark City qui était sorti aussi. Oui. Qui est passé à travers son public à l'époque. Voilà. Je remercie tous les auditeurs d'avoir tenu jusque-là. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez compris la fin du film et si vous auriez fait les mêmes choix que les personnages. ça peut être intéressant à savoir, quoi. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de regarder Abyss, parce que c'est le prochain film dont on va parler. Donc on remonte encore dans le temps. Dites-nous si vous êtes des fans de James Cameron, parce que c'est un film de James Cameron. C'est hyper important d'ailleurs. Je crois. Et puis à bientôt. À bientôt tout le monde.
N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de liker. On compte sur vous. Et de regarder vers les étoiles. Ou au fond de l'océan pour le coup. Ciao.